Bon allez, c'est parti, je me lance, je vais me baisser. Oh, c'est pas évident, parce qu'il faut pas se mettre à genoux, mais presque là. Oh, mon chapeau vient de frotter. Et là, on arrive au niveau. Bienvenue à la Roche-Chauffée. Aujourd'hui, c'est un site qui date de la période préhistorique. Et pour être plus précis, de la fin de la préhistoire, à savoir le néolithique. Donc il faut dater environ le site de 2500 avant notre ère. Donc c'est un site qui a presque 5000 ans. Et là, nous sommes devant ce qu'on appelle une allée couverte ou un dolmen de type angevin. Parce que là, on n'est pas très loin d'Angers, entre en fait la Bretagne, donc Rennes et Angers. Et on va aller le voir de plus près. Alors avant de m'en approcher, sans ne jamais franchir le cordon de sécurité, en fait c'est pour des raisons de préservation du site, parce qu'il est assez fragile, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et pour parler un peu du contexte, mais surtout aussi de son utilité, parce que d'après toi, ça servait à quoi? Est-ce que ça aurait pu servir d'habitat, tu crois? Parce que c'est vrai qu'on a le cliché de l'homme préhistorique qui vivait dans sa grotte. Donc là, on est sur une structure monumentale en pierre, mais absolument pas, et non. Là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Et en fait, là, il faut se remettre dans le contexte d'il y a donc 5000 ans. Donc là, on est à la période néolithique. Donc les populations se sont sédentarisées, donc vivent au même endroit, vivent en petits groupes. Et en fait, on a développé donc l'agriculture. On a développé également l'élevage suite à un réchauffement climatique. Donc là, c'est quand même pas mal d'actualité. En fait, il y a 10 000 ans. Et en fait, on a aussi développé ce qu'on appelle aujourd'hui le culte des morts. Et en fait, cette structure, c'était une tombe collective. Et pour ce qui est de l'appellation, on parle d'allée couverte, tout simplement parce qu'on a 2 rangées de pierres levées, recouvertes par des dalles de couverture. Alors on peut utiliser ce qui n'est pas applicable ici, parce qu'en fait on est face à une structure nue. Et on peut parler de cairn à partir du moment où cette structure, comme elle l'était certainement à l'origine, soit recouverte de pierre, ou on peut parler aussi de tumulus, quand la structure était recouverte de terre. Alors on peut penser qu'il y avait certainement de la terre ici, on ne le voit pas forcément à l'écran, mais on voit qu'il y a une légère butte, enfin une anomalie topographique assez légère, qui peut laisser penser qu'en fait, suite au ravinement, donc aux pluies, la terre s'est écoulée. Alors souvent, pour éviter ce phénomène, on avait des petits murets en pierre qui permettaient de retenir la terre. Et avant de rentrer, je vais quand même vous montrer la perspective de là où je me trouve. Et on voit bien les 20 mètres de long. Et d'ailleurs, on aperçoit la pierre la plus lourde, qui est surnommée la Madeleine, et qu'on aperçoit juste ici, à cause de sa forme. Et après avoir contourné ce très vieil arbre, qui doit être un châtaignier, on arrive au niveau du portique d'entrée. Et là, en fait, alors déjà, la première question qu'on doit se poser, je pense, mais c'est comment ils ont pu amener ça là, et comment ils ont pu surtout les mettre en élévation. Parce que là, nous sommes face à des blocs qui pèsent plusieurs tonnes, même dizaines de tonnes, et qui ont été taillés. Et là, on le voit, de façon assez grossière, parce qu'on a une légère courbe, mais le bloc a vraiment été dégrossi. Et concernant leur provenance, là, il s'agit de pierres locales, qu'on appelle du schiste pourpre, et qui étaient probablement extraites dans des carrières à proximité, à environ 4 km, notamment au Tel, dans cette direction. Et concernant leur rapatriement, ça devait être fait probablement à l'aide de cordes, en tirant fortement à plusieurs dizaines d'hommes, pas même le sol, mais grâce à des rondins mis au sol et qu'on déplaçait au fur et à mesure de l'avancée des pierres. Désormais, rentre-t-on par l'entrée d'origine, avec l'antichambre qui est légèrement surbaissée, ou par une entrée qui a été faite plus récemment sur le côté et qui est aussi plus pratique. Bon allez, c'est parti, je me lance, je vais me baisser. Oh, c'est pas évident, parce qu'il faut pas se mettre à genoux, mais presque là. Oh, mon chapeau vient de frotter. Et là, on arrive au niveau de la chambre funéraire qui était compartimentée en 4. Et là, on voit qu'en fait, il y a des dalles qui sont légèrement décalées pour vraiment, on va le voir plus précisément, pour vraiment séparer. Dès en arrivant, on aperçoit qu'il y a une dalle de pilier qui était juste sur le côté et qui en fait s'est couchée. Donc là, il n'y avait pas d'ouverture du tout ici. C'est pour vous montrer que le site il est vraiment fragile, que ça a dû se déchausser en fait. Ce qu'il faut imaginer qu'ici, en fait, il y avait des pierres de calage qui étaient mises au sol. Là, on a à peu près seulement, je dis bien entre guillemets, seulement 20 cm dans la terre. Donc en fait, ces pierres, elles sont très très peu enfoncées. C'est pour ça que le site est vraiment fragile. On en a même une de l'autre côté également. Donc là, c'est l'entrée facilitée dont je vous parlais tout à l'heure. Et même chose, en fait, c'est une pierre qui est aujourd'hui ici et qui, pareil, s'est couchée et a été mise sur le côté là-bas un petit peu plus loin. Et je vous parlais d'une chambre funéraire qui est compartimentée en 4 sections. Et là, on voit qu'il y a une dalle en fait, qui est mise ici pour séparer, pour vraiment compartimenter. Donc là, je vous le rappelle, ici, il s'agit d'une tombe collective qui devait être immense, qui n'a jamais été fouillée.
Parce que souvent, quand elles le sont, on peut retrouver des ossements, ou parfois on n'en retrouve jamais, tout simplement parce qu'avec l'acidité du sol, les ossements ont tendance à se désagréger. On peut retrouver du mobilier également. Mais ici, ça n'a jamais été le cas. Tout simplement parce que le site est fragile, et que creuser, ça serait prendre le risque de déstructurer complètement l'ensemble, et de déchausser les pierres. C'est d'ailleurs pour ça que le sol, là, a été rehaussé, parce qu'à force de passer, de piétiner, on tasse la terre, et ça a un effet néfaste en fait sur la structure. Et juste derrière moi, ici, on voit bien le côté compartimenté, en fait, là, en 4 parties. Donc la première, juste en entrant, on a l'antichambre qui est juste là. La première partie. La seconde, qui est assez petite. La troisième, qu'on aperçoit là. Et la plus grande des portions, elle se trouve là-bas, au fond. Alors moi, qui suis assez grand, il faut que je me baisse légèrement, parce qu'on a quand même 4 mètres de haut, mais pas à tous les endroits. Et on a 6 mètres de large, donc on n'est pas à l'étroit. Et là, on peut voir au sol qu'il y a une pierre qui n'a rien à faire là. Ce n'est pas une dalle de couverture, mais un petit peu quand même, parce que c'est un bloc qui s'est détaché de celle du dessus. Là, on est sous la Madeleine, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la plus grosse pierre, la plus lourde du site. Et on sait vraiment pourquoi, parce qu'au XVIIIe siècle, des soldats ont fait un campement ici, un feu juste dans l'emplacement ici. Et en fait, avec la chaleur, il y a un morceau, une portion, parce que là, on est face à du schiste, donc ça part par plaque, et qui s'est détaché. Là, on voit vraiment qu'ici, ça s'est détaché, que c'est pas régulier. Et hop, et la partie du bloc se retrouve donc au sol aujourd'hui. Donc ça montre bien que le site est vraiment très fragile et qu'il faut le préserver à tout prix. Et notamment là, on le voit très bien que ces dalles de piliers sont fragiles et qu'il faut vraiment qu'elles restent bien droites et qu'elles ne se couchent surtout pas pour pouvoir supporter le poids énorme. Alors le poids est gigantesque, mais il est quand même réparti sur toute sa surface. Là, on voit d'ailleurs qu'il y en a certaines qui se couchent légèrement. J'ai décidé d'emprunter l'accès facilité, mais attention à la racine qui est juste dans le passage. C'est un site qui est classé monument historique dès 1840, donc qui fait partie des premiers sites qui ont été classés par Prosper Mérimée, pour le protéger tout simplement, parce que c'est un site de grand intérêt, notamment parce que c'est la découverte la plus longue d'Europe, qui permet de nous en apprendre plus sur la préhistoire, et notamment sur les rites funéraires. Et d'ici, on aperçoit d'ailleurs très bien la Madeleine, donc avec sa forme très caractéristique. Et malgré le fait qu'il soit là depuis près de 5000 ans, c'est un site qui est à protéger, qui est en péril. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas passer les petites barrières de cordage pour le préserver, pour éviter vraiment le déchaussement des pierres. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé non plus des légendes. Il y a des légendes qui ont été créées surtout à l'époque médiévale, en fait, au Moyen-Âge, pour expliquer pourquoi, par la religion catholique, en fait, notamment. Et la roche chauffée, tout simplement parce que, selon la légende, ce seraient des fées qui auraient construit ce site en mettant les pierres dans leur tablier en une nuit. Et en fait, selon la légende, il ne faudrait absolument pas le démonter ou le détruire, parce que sinon, ça pourrait porter malheur. C'est un site qui a donc une légende, il y a aussi celle, j'en ai pas parlé, mais si un couple qui veut se marier compte le nombre de pierres, il y en a 42 d'ailleurs au passage, en comptant celles qui sont même au sol, si on compte le même nombre de pierres, même si c'est pas le bon nombre, c'est qu'on est prêt à marier. Et certainement après le banquet de noces, on pouvait être amené à revenir sur le site. Alors là, on voit bien que c'est pas un mariage, c'est plus une sortie dominicale, donc du dimanche en famille. Donc à ne surtout pas reproduire, je vous l'ai assez dit dans cette vidéo, c'était vraiment une autre époque. Et on n'avait certainement pas conscience des dégradations que ça pouvait engendrer. Et donc du coup, je me suis pas encore attardé sur la question, mais sais-tu comment cette dalle de couverture pouvait être hissée à cette hauteur? Eh bien, probablement avec des levées de terre, parce que je vous rappelle que c'était recouvert soit de terre ou de pierre, en faisant une pente relativement douce pour pouvoir les hisser. Et pour ce qui est des pierres levées, il suffisait d'utiliser probablement une chèvre. Là, il va bientôt faire nuit. Ce qu'il y a à voir aussi, c'est au solstice d'hiver. Donc en fait, quand le soleil se lève le matin, donc vers 9h environ, en fait, le soleil éclaire la dalle du fond. J'espère que ce contenu t'aura plu et je te dis à tantôt.